Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est comédien et humoriste. On peut le voir sur les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin dans le rôle de Fadinard, un mari aux trousses d'un chapeau de paille d'Italie, titre du vaudeville d'Eugène Labiche, mise en scène par Alain Françon. Accompagné de 18 comédiens, 3 musiciens, il nous entraîne dans cette course-poursuite drôle, survoltée, épuisante et aussi un peu inquiétante. Mais après quoi courent tous ces personnages? À quoi bon courir d'ailleurs? Bonjour Vincent de Dienne. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Bonjour Adeline. Merci. Vincent de Dienne, est-ce que ça va? Malheureusement oui. C'est-à-dire pourquoi ça va très bien. Parce que c'est toujours plus, le malheur fait plus vendre que le bonheur. Partout à la radio aussi. On a moins de choses à en dire finalement. Oui, c'est ennuyeux, les gens vont zapper. Mais non, ça va très bien. Je suis très heureux. Je vis le meilleur moment. Enfin, j'ai vécu le meilleur moment de ma vie professionnelle pendant les répétitions de ce spectacle. Et depuis que ça a commencé, c'est moins bien? Non, c'est toujours un très bon moment. Ah oui, c'est toujours un très bon moment, mais c'est quand même, en fait, les représentations, c'est que pour la première fois de ma vie, j'aurais pu ne jamais le jouer, ce spectacle. C'est-à-dire que j'aurais pu ne faire que le travailler, que le répéter avec Alain Françon et la troupe. Et puis, si on m'avait dit, tant pis, on le joue pas, j'aurais dit, c'est pas grave, ça a tellement été joyeux, instructif, une colonie de vacances et en même temps une masterclass permanente que j'aurais dit d'accord. Mais là, les représentations, c'est un autre travail qui commence et qui continue. Et en fait, là, il faut commencer à continuer de travailler et de fouiller tout ce qu'on a fouillé en répétition. Vous étiez rendu compte que c'était un marathon, que c'était très physique pendant cette répétition, et là vous vous dites, oula, ça va durer encore très longtemps. Mais c'est vrai que, mais ça j'adore. Il faut quand même dire aux auditeurs et auditrices, donc c'est un spectacle de 2 heures, il y a du chant, il y a de la danse, ça court, faut avoir beaucoup de rythme, c'est-à-dire que j'imagine que si une réplique est mal dite, à un moment donné, c'est un vaudeville, ça tombe à plat, c'est l'enfer. Tout est déréglé. Exactement. C'est une sorte de pression d'horlogerie symphonique. C'est la première fois que je vois à ce point. Ça, c'est de toute façon, moi, au théâtre et puis partout, ma passion, c'est le rythme. Et d'autant plus dans la comédie. Enfin, même, on voit bien que dans la vie, quelque chose qui fait rire, ça fait rire parce que le timing est d'aplomb. De 3 minutes avant que le rire tombe, en fait, tout est organisé pour que le rire advienne. Et ça, à 19. C'est passionnant à travailler parce qu'effectivement, il faut que ça ne supporte pas des numéros de solistes. Il faut qu'on soit un orchestre symphonique. Il faut qu'on soit tous au diapason et tous. On est comme une immense horloge avec des tout petits engrenages et chacun est un petit engrenage et il faut que tout marche ensemble et ça, c'est génial à observer. Alors, on n'a pas d'extrait de la pièce. Il faut aller la voir. Exactement. Mais on va en écouter une musique parce que c'est quand même une très belle musique de Feu Chatterton. Ah, super. C'est là-dessus où vous dansez? Ouais. Le micro vient sur, c'est pas grave. Donc très bien. Oui, c'est là-dessus qu'on danse. Voilà. Et donc ça on est plutôt à la fin de. Ça c'est la quasi fin du spectacle, oui. Ouais. Mais non, mais Feu Chatterton, non seulement ils ont composé toute la bande, comment on appelle ça, une bande originale, la bande originale du spectacle, mais ils ont été là tous les jours en répétition. Ils nous ont fait travailler le chant, le rythme, tous les jours. Ils ont assisté aux répétitions. Ça a été vraiment un luxe incroyable de travailler avec eux. La musique live, ça change quelque chose dans votre rôle de comédien? Oui. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est vivant et en fait, il faut qu'on travaille ensemble. C'est génial de pas travailler avec un ordinateur. On peut débriefer. Là, l'autre soir, je suis allé les voir, les 3 musiciens, ils sont extraordinaires. Je leur ai dit, ça serait bien que ça enchaîne plus rapidement entre nous, par exemple. Ça, c'est génial de pouvoir faire ces réglages, mais ça change surtout pour les gens. Les gens, ils hallucinent de voir, en plus dans un théâtre à l'italienne comme ça, sur les boulevards. Qui commence de manière assez classique, quand même comme un vaudeville, dans un décor bourgeois, avec des costumes, les personnages sont un petit peu corsetés comme ça. Ouais. Puis tout à coup, la musique arrive et fait tout exploser. Oui, ça c'est génial. Mais c'est assez intelligent de la part d'Alain Françon, enfin c'est même très intelligent de la part d'Alain Françon, parce que le texte de la pièce, de La Biche,
met en scène des opposés. C'est-à-dire c'est une crise permanente entre des gens qui s'opposent. Il y a les gens de la ville, les gens de la campagne, les gens mariés, les gens adultères, les intrus et les invités. Et c'est assez génial d'avoir fait de se télescoper, faire se télescoper comme ça ce texte et une musique pop-rock. C'est assez génial ce que ça crée. Alors, il faut peut-être que je raconte aux auditeurs et auditrices la pièce. Bah oui, peut-être. Bah oui, quand même, qu'est-ce que je fais? Il est 12h56. C'est une comédie en 5 actes. Elle a été écrite en 1851, donc par Eugène Labiche, en collaboration avec le dramaturge Marc Michel, que moi, je ne connais pas, vous non le plus. pauvre, j'espère qu'il a fait... j'espère que c'est pas lui qui a écrit 95% de la pièce, parce qu'il a complètement disparu. Complètement invisibilisé. Ouais, faut revisibiliser Marc Michel. L'intrigue, le jour de ses noces, Fadinard, donc que vous interprétez, Vincent de Dienne, voit son cheval manger le chapeau de paille d'Anaïs Beaupertuis, alors en pleine affaire avec son amant. Ouais. Fadinard doit alors retrouver un chapeau identique pour sauver la dame de son mari jaloux, mais en même temps, lui-même doit se marier et se voit donc poursuivi par sa belle famille. Oui. Alors, on est vraiment dans le dispositif habituel du vaudeville. Il y a une femme adultère, un amant, un mari. Sauf que là, vous êtes presque un personnage en trop, Fadinard, puisque vous, en fait, Fadinard, n'est pas prise au piège. C'est pas le mari trompé, c'est pas le mari jaloux, c'est pas l'amant. Non, c'est pour ça que c'est une pièce que moi j'adore, parce qu'elle est plus cauchemardesque, elle est presque plus onirique et plus fantastique que la simple mécanique du vaudeville qu'on pourrait trouver chez Feydeau. Feydeau, c'est moins, oui, c'est pas la même chose, quoi, Feydeau et Labiche, mais chez Labiche, il y a cette dimension cauchemardesque en plus, et oui, mon personnage, c'est une sorte de cavalcade, quoi. C'est une sorte de, il court derrière un chapeau et sa noce court derrière lui. Mais je sais pas si je réponds à votre question. Si, sur le côté cauchemardesque. Non, c'est pas je l'ai génial. senti à un moment donné. Sur le côté cauchemardesque, c'est peut-être ça qu'il faut dire, et c'est là où votre personnage il est un peu unique dans ce type de pièce. C'est que Géraldine expliquait l'histoire, et moi je me disais c'est vrai qu'il faut être occupé tout le temps. Et en fait, je me souviens de ce spectacle où en fait on vous laisse jamais tranquille. Il y a toujours un personnage pour venir vous parler, quelqu'un pour venir vous demander quelque chose, vous interpeller. Et c'est ça aussi, ce côté un peu cauchemardesque. Vous n'arrivez pas à être tranquille. Non, je suis toujours empêché, et ce qui est très beau dans ce texte, c'est que les gens se trompent, les gens sont égarés complètement. Et ça, c'est assez génial de la part de Labiche d'avoir écrit des personnages égarés comme ça. C'est-à-dire que la noce, il pense, dans le premier acte, dans le deuxième acte, ils pensent être à la mairie, alors ils sont chez un marchand de chapeaux. Après, ils pensent être dans un restaurant, en fait, ils sont chez une baronne. Ensuite, ils sont carrément égarés dans le caniveau, au milieu du ruisseau, sur une place déserte, en plein Paris, sous la pluie. Et c'est un jeu de faux semblants comme ça, et un jeu de massacre à la fois. Et ça c'est assez fort. On sent vraiment que c'est une crise, quoi. Voilà, il a écrit une crise, et réussir à plaquer la mécanique comique sur une crise aussi fondamentale, c'est assez jouissif. Mais est-ce que vous trouvez que c'est si drôle que ça, en fait, cette pièce? Les acteurs, enfin vous, les comédiens, pardon, vous jouez extrêmement bien, le rythme est extrêmement enlevé, mais moi, c'est le type de pièce qui m'angoisse. C'est-à-dire vraiment, pourquoi Fadinard, à un moment donné, ne dit pas Stop, mais je m'en fiche de ton histoire d'adultère, c'est pas mon problème. Il y a un truc très angoissant avec les quiproquos, c'est exactement sur l'idée du cauchemar, c'est-à-dire quand on rêve qu'on doit aller à un rendez-vous et puis on a les pieds pris dans le sable et on n'y avance pas. Réveillez-vous. Mais exactement. Mais d'ailleurs, moi, je l'avais vu monter par Gilles Bouillon avec un acteur extraordinaire qui s'appelle Frédéric Cherboeuf. C'est la seule mise en scène que j'ai vue de ce texte. Et il l'avait monté comme un cauchemar. À la fin, on s'apercevait que, à la fin, en fait, il se réveillait. Ouais. Mais ça, Alain Françon nous a... La chose la plus fondamentale qui nous est dit pendant les répétitions, c'est jouer ça comme un rêve de jour. Parce qu'en fait, si on le joue comme dans la vie, c'est pas possible, parce qu'on cherche des continuités psychologiques, on cherche des cohérences là où il y en a pas. Et en fait, dans un rêve, il se passe tout et son contraire à la même seconde. Il y a que dans les rêves qu'il se passe ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai noté, il y a confusion du héros, des quiproquos, même des effets de condensation comme dans les rêves. C'est-à-dire qu'on prend une personne pour une autre, et puis il y a un effet cauchemar. Bon, moi, je fais ce cauchemar des pieds dans le sable là. Mais oui, moi, c'est pas du sable, mais j'arrive pas souvent. Mais je le fais tellement régulièrement ce rêve que des fois j'ai l'impression que
j'ai ce problème dans la vie. Enfin, j'ai l'impression que l'autre jour, je me suis dit, tiens, il faudrait quand même que j'aille voir un médecin pour ça. Et je me suis dit, ah bah non, c'est parce que c'est dans mes rêves, en fait, ça va. Mais j'ai les genoux bloqués, je peux plus courir. Ah, C'est horrible. vous êtes non articulé. Oui. Alors qu'il faudrait que je sois, que je Surtout prenne dans les cette jambes à mon pièce, cou. Ouais. J'espère que ça m'arrivera pas en scène. Oui, ça serait une catastrophe. Mais alors, comment on réussit à mélanger comme ça le côté cauchemardesque, rêve de jour, et le côté drôle? C'est-à-dire que continuer quand même à avoir ce rythme qui tombe bien, qui fait rire, à ménager aussi l'effet de surprise pour les spectateurs, en fait, parce que j'imagine qu'il y a aussi des temps laissés aux spectateurs, peut-être pour rire. Ben oui, et à la fois, il en faut pas. C'est-à-dire qu'à la fois, ce qui est terrible dans ce genre de spectacle, c'est que si on va pas assez vite, on est précédé par les gens. C'est-à-dire que les gens comprennent ou sentent ou nous voient venir. Or, il faut réussir à tracer devant, tous ensemble, à 33, parce qu'en fait, on est 22, on est 19 comédiens, 3 musiciens, mais il y a 11 personnes au plateau, derrière, en technique, en régie, à l'habillage, au costume et tout ça. Et tous ensemble, il faut qu'on trace devant pour que les gens aient une sorte de, un peu ce que vous décriviez tout à l'heure, d'angoisse, et de vertige, les choses s'accumulent, s'enchaînent, sans qu'on les voit venir, quoi. Et ça met les gens à feu doux. Ça, c'est génial. J'adore. En fait, on sent d'une représentation à l'autre quand on a mis. C'est vraiment comme de la cuisson, quoi. Il faut qu'on les mette à feu doux, à ébullition, mais pas trop, et en même temps pas. C'est vraiment une chimie très précise. Donc vous n'attendez pas les rires dans la salle, comme ça peut être le cas dans d'autres formes de spectacles. Là, vous foncez. On est un peu obligé quand même d'attendre que ça rigole. Oui, mais sinon ça va trop vite. Sinon ça va trop vite, puis on n'entend plus le texte. Mais il faut réussir à leur faire comprendre ça. Mais ça, c'est assez génial. Ça, c'est vraiment un truc de pervers narcissique, enfin de manipulateur. C'est assez génial à faire. Mais dans mon spectacle seul aussi, j'avais ça. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire comprendre que oui, d'accord, ça rigole, mais il faut se taire maintenant parce que ça, on a une action, on doit une action qui. Voilà, si on est coupable, si on rigole pas, et on est coupable si on rigole trop. En fait, ouais, vous êtes coupable. Qui est le chef d'orchestre dans cette troupe? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce que c'est le texte? Oh, c'est quand même Alain Françon. Là, sur les répétitions, c'est vraiment lui qui nous a vraiment, qui était vraiment le chef. Et là, il va venir régulièrement, mais bon, la représentation, il va pas être là tout le temps. Et c'est à nous de. Un spectacle comme ça, il peut se décaler très vite. Très vite. Et puis, s'il se décale, ne serait-ce que. Par exemple, si on prend le soir de la deuxième. Non. Nous, on a vu la première. Ouais, C'était bien la première? La vous première, étiez super. content? Ouais. Mais par exemple, on a joué samedi soir. Et on en joue deux le samedi. Et donc, on a joué un peu plus fatigué le samedi soir. Et la fatigue fait que tu sors un petit peu des béquilles, t'es moins alerte, quoi. Et là, on a pris 4 minutes, par exemple. Le spectacle a duré 4 minutes de plus. Alors, vous les prenez où? Énorme, mais vous les prenez où, ces minutes-là? À quoi ça tient, en fait? Justement, c'est très rythmé comme ça, comme une grosse horloge. Eh ben, ça tient à des petites hésitations, à des petits E, des petits bains, des petits 1 qui se rajoutent, où on cherche un petit peu plus le rire, où on pense moins à être pressé, à tracer devant. On est moins, je sais pas. Ça demande. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que ça demande d'être extrêmement vif intellectuellement sur les moindres choses qui est dites, parce qu'il faut creuser chaque réplique. Chaque réplique, si on dit une réplique générale, un peu comme ça, sans penser vraiment à ce que ça veut dire, ça fait le bruit de la réplique, mais il n'y a pas le sens et il n'y a pas le cauchemar. Il faut mettre quelque chose dans chaque réplique. Donc ça, c'est assez... c'est pour ça que c'est épuisant, mais passionnant. Vous avez dit, Vincent de Dienne, que les répétitions, c'était un des plus beaux moments de votre vie. Vous connaissiez déjà la biche Non. Et pourquoi c'est tel plaisir au vaudeville? Est-ce que c'est un genre en particulier qui... Voilà, vous vous dites, il y a tout là-dedans, en fait. Il y a cet effet psychologique, pas des personnages, mais en fait, qui produit ça sur le spectateur, d'un peu d'angoisse. Il y a aussi du rire, il y a du jeu de troupe, il y a le plaisir de la scène physique. Bah oui, c'est ça, c'est un espèce de pot pourri. J'ai tout dit, quoi. Ouais, vous avez répondu, c'est pratique. Fait des questions, il répond. Non, mais honnêtement, Alain Françon m'aurait dit on monte l'annuaire des Hauts-de-Seine de 92. Qui est vachement bien. Vous connaissez? Ouais. Oui. Je vous conseille le 93. C'est pas Marc Michel qui l'a écrit. C'est pas Marc Michel. Non, mais j'aurais vraiment pu faire n'importe quoi avec Alain Françon parce que c'est un grand metteur en scène. Et en fait, avec un grand metteur en scène, au théâtre, ça fait vraiment la différence. Les grands metteurs en scène et les metteurs en scène moyens, voire mauvais.
avec un grand metteur en scène, on décolle et on apprend et on est meilleur et on devient quelqu'un qu'on soupçonnait même pas qu'on pouvait être. Et je le remarque chez moi, mais je le remarque chez tout le monde dans la troupe. Bah, par exemple, chez vous, Ben, vous êtes devenu qui? ben, ah putain, c'est une bonne question ça, mais je suis devenu. À 13h06, c'est bien qu'elle arrive. Non, elles sont toutes bonnes, mais déjà, un grand metteur en scène, vous lui faites confiance. Moi, j'ai vu les spectacles d'Alain Françon, je sais qui il est, donc je sais que je n'ai pas affaire à un escroc ni à un imposteur. Et voilà. Donc, le fait de s'abandonner totalement dans les mains de quelqu'un en disant fais de moi. J'arrive, je sais faire ça. Je suis cet acteur-là, mais fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi, transporte-moi, déplace-moi. Le fait de se rendre complètement disponible, complètement d'être prêt à se réinventer pour quelqu'un, avec quelqu'un. Ben, je sais pas, ça rend heureux, ça rend intelligent, ça rend généreux, parce qu'il faut partager tout ça avec 22 personnes. Et ça, c'était déjà nouveau pour vous? C'est-à-dire de se dire, là, j'ai totalement confiance en une autre personne que moi-même, je me confie complètement à lui, complètement à une troupe, je me sens en confiance plus que jamais. Bah, je l'avais déjà fait, par exemple, avec Catherine Hegel dans Le Marivaux, mais c'est toujours un risque. Hein. Le théâtre, c'est toujours un risque parce que il faut, au cinéma aussi, il faut obéir au metteur en scène. On a signé un contrat et il faut faire le spectacle que le metteur en scène veut faire. Et quand on tombe sur un réalisateur ou un metteur en scène un peu à côté de ses pompes ou un peu bête ou machin, c'est une douleur épouvantable. Ça abîme vraiment ça abîme l'outil de travail qu'on est, quoi. Je sais pas comment dire. C'est vraiment, c'est comme si vous mettez une feuille, je sais pas comment dire, un pinceau dans les mains de quelqu'un qui le casse au lieu de peindre. Voilà. Bon, je sais pas si elle est valable, ma métaphore, mais... Non, elle était bien. J'étais l'autre jour dans un bistrot où je consommais paisiblement une infusion de verveine des vervenés, lorsque tout à coup, un jeune homme posté à l'autre bout du comptoir s'est écrié à plusieurs reprises « Je vous encule tous ». Il y a manifestement là une erreur de formulation. La proposition « je vous encule tous » n'a pas de sens au présent de l'indicatif. Elle en aurait un au passé composé « je vous ai tous enculés », qui signifierait clairement que l'action a déjà été accomplie. Elle en aurait un autre au futur « je vous enculerai tous », qui constituerait, selon les goûts, une menace ou une promesse parfaitement compréhensible. En revanche, au présent de l'indicatif, la proposition suggère que l'action est en cours, ce que la situation des consommateurs présents, et la mienne en particulier, dément catégoriquement. Cette petite mise au point amicale pour vous dire que je ne suis déjà pas très chaud pour qu'on crie dans les bistrots, alors qu'au moins ceux qui crient le fassent dans un français correct. Nous en reparlerons plus en détail une prochaine fois. Bonsoir. Crier dans les bistrots de François Rolin, alias professeur Rolin. C'est une personne particulière pour vous, Vincent De Dienne. Je suis trop content de l'entendre. J'adore sa voix. Il a une voix vraiment très très particulière. Très. En fait, c'est marrant parce que c'est une voix qui à la fois me fait rire et à la fois m'émeut vachement et qu'on a envie de... Il a réussi un tour de force, François, d'être à la fois très très drôle et à la fois vraiment un professeur. C'est-à-dire que il est tellement brillant et il emploie tellement bien la langue que pour moi c'est quand même vraiment un professeur. Il a inventé ce personnage du professeur Rolin qui est un faux professeur, hein, qui est pour le coup un imposteur, mais pour moi il l'est quand même, il est vraiment un professeur. Et c'est une personne très à part dans ma vie parce que c'est le meilleur, je trouve, c'est vraiment un génie. Faut quand même que je rappelle donc que vous l'avez rencontré, enfin vous êtes allé l'aborder il y a 10 ans sur un quai de gare, c'est ça? En 2013, c'est ça? Oh là là, ouais. Ouais, c'était il y a 10 ans. Ouais, malheureusement. Et ben oui, le temps file. Ouais. Et vous l'avez abordé et vous lui avez confié l'écriture, enfin vous lui avez confié des textes que vous aviez écrits pour votre premier seul en scène. Oui, exactement. Et il m'a encouragé il m'a dit oui, il y a quelque chose, c'est bien. Et puis après, il y a mis son grain de sel dans le texte. Et puis il m'a présenté Laurent Ruquier. Quel conseil il vous a donné sur votre texte? De rester singulier.
de rester, de pas. Non, il m'en a donné 2 fondamentaux. D'abord de creuser la singularité, de pas essayer de voir ce qui se faisait, ce qui marchait à la mode dans les seuls en scène, dans les one man shows, et de pas. Parce que souvent, les jeunes humoristes veulent, oui, Mimer. oui, un petit peu, oui, S'inspirer en tout cas. s'inspirer, puis voir ce qui marche, qu'est-ce qui fait marcher le commerce, quoi. Donc ça, il m'a dit non, creuse ta singularité, fais un spectacle très théâtral. Tu viens du théâtre public, t'es un acteur de théâtre, t'es pas un stand-upper. Donc, par exemple, mon premier spectacle, il commençait par une longue interview de Marguerite Duras. Il m'a dit non, ça garde. Même, tu pourras peut-être pas aller jouer, je sais pas où, tu passeras pas sur Rire et Chanson, mais c'est pas grave. Et puis il m'a dit, il faut être un peu fou. Oui, mais sur France Culture, par contre. Ouais, du coup c'est bien. Bah, Marguerite voilà. Duras sur France Culture, c'est Ça incontournable. passe, ouais. Que Popek sur France Culture, non. Oh, Si, ça peut. ça pourrait, mais en tout cas, Marguerite Duras, c'est sûr. Ouais. Ça, on Mais en valide. plus, elle était géniale cette interview parce que c'était vraiment une interview où elle riait d'elle-même. On entendait son rire et elle avait un rire assez rire et chanson pour le coup, enfin, assez communicatif, quoi. Un rire assez gai. Et j'aimais bien que le spectacle commence par le rire gai de Marguerite Duras. Et oui, et il m'a dit surtout, il faut être fou. Il faut que même si tu veux, mon premier spectacle, c'était vraiment un spectacle pour me présenter au monde, pour dire qui j'étais. C'était un autoportrait, donc c'était pas tellement, c'était vraiment, c'était comme un biopic, quoi. Mais il m'a dit oui, mais à partir du moment où tu montes sur scène, tu es anormal. Donc tu es un animal, tu n'es pas une personne qu'on rencontre dans la rue, tu es un personnage. Même si toi tu veux être une personne, tu es forcément un personnage, donc il faut être un peu fou, donc il faut être un peu malade, donc il faut un peu d'outrance, un peu d'exagération et tout ça. Mais alors, quelle différence entre un spectacle où vous parlez de vous à la première personne, où vous êtes très singulier, et du stand-up aussi, où on voit en fait des personnes monter sur scène et raconter aussi des problèmes, des événements de leur vie quotidienne? Quelle est la différence en gros entre Oui, moi, ce que entre je votre fais et le spectacle stand-up et les conseils que vous a donné François Rollin, ce que vous faites aussi Ouais. sur scène ou dans votre premier spectacle, S'il se passe quelque chose, et le stand-up où on peut raconter aussi sa vie Oui. d'une certaine manière. Moi, j'ai l'impression que la force du stand-up, c'est que c'est une conversation. C'est vraiment une fausse conversation, mais c'est quand même dans c'est une mélodie qui ressemble à de la conversation et c'est vraiment en dialogue avec le public. Moi, il y a vraiment un 4e mur. C'est-à-dire que vraiment, il y a C'est le une côté mise en pervers scène. narcissique dont vous parliez. Oui, Il faut rire, exactement. mais pas trop. Oui. Ah, c'est moi qui décide. Oui. C'est-à-dire que je laisse une place quand même fondamentale et microscopique à la fois aux spectateurs. C'est étonnant parce que quand on vous voit, en tout cas, on sent que vous pouvez répondre facilement si on vous provoque, si on vous lance une perche, s'il se passe quelque chose. Alors pourquoi se garder cette C'était le distance titre de mon premier spectacle, d'ailleurs, s'il se passe quelque chose. Parce que moi, je trouve qu'il faut pas que le spectacle soit comme dans la vie. Il faut que, d'ailleurs, s'il n'y a pas de fenêtre dans les théâtres, c'est parce qu'on n'est pas dans la vie. C'est comme au casino, quoi. On doit pas savoir quelle heure il est. On doit pas répondre à son téléphone portable. On doit pas savoir à quelle époque Comme dans on un est. studio aussi, finalement. Bon, là, il y a Exactement. l'heure, mais Oui, c'est mais juste sinon, pour le temps. Mais... Oui, voilà, exactement. Il faut que ça soit hors du temps, hors du monde. C'est une utopie, hein, le théâtre quand même. Donc si c'est pour que ça soit comme dans la vie, moi moi j'aime pas, c'est pas ma cam. J'ai une question qui me vient. Vous avez vu Yannick, le film? Non, je veux absolument le voir, mais j'ai pas pu. La fin de la question. Mais Bon, non, bah, parce tant que- pis. Eh ben, on en parlera une autre fois. Ouais. Alors, vous reviendrez nous en parler. Non, j'imagine ce spectateur qui se lèverait et qui vous dirait, ça va pas du tout ce que vous faites, Vincent de Dienne. Mais- Là, ça, c'est pas bien, quoi. Ça, Enfin, c'est trop rigolo. Vous parce que m'ennuyez. quand on écrit avec Juliette Chéniaud, ma co-autrice, tout le temps, enfin, c'est elle qui c'est son truc à elle. Elle me dit, elle se met tout le temps à la place de ce spectateur-là. Mais c'était avant Yannick, hein, mais c'est marrant parce qu'en fait Yannick a un peu comment on dit, exaucé ce fantasme qu'elle a de ce spectateur que nous on appelait Thierry à chaque fois, et on était là en écrivant, on imaginait ce que pourrait dire Thierry en se levant en disant excusez-moi, mais là vous nous prenez un petit peu pour des cons parce que machin. Donc on essaye d'anticiper, en fait, c'est assez rigolo. On écrit pour un spectateur. En fait, je On écrit m'aperçois pour qu'on écrit Thierry. pour un spectateur absolu comme ça, pénible. Et qu'il faut convaincre à tout prix. Donc ça, c'est le 3e conseil, presque. Que être singulier, Ouais, être fou, ouais. et donc... Mais pour être seul en scène, en fait, il faut vouloir plaire à quelqu'un aussi. C'est ça. Enfin, dans l'humour,
Le comique, c'est un petit peu ça, c'est vouloir séduire. C'est un peu de la séduction, c'est un peu... Mon premier spectacle, par exemple, je l'ai vraiment écrit pour récupérer mon ex. Le deuxième, pour épater mon amoureux. Et le troisième ? Et le troisième, je sais pas, on verra. Il est à l'horizon, je sais pas pourquoi. La demande en J'espère que mariage. ce sera pas pour récupérer mon amoureux. Ouais, pour une demande en mariage. Mais ce qui est pas le cas au théâtre. Au théâtre, il n'est pas question de plaire. Souvent, je vois des jeunes acteurs au théâtre. Et en fait, je vois qu'ils ont à cœur de prouver qu'ils sont bons. Et en fait, souvent, j'ai envie de leur dire, mais arrêtez, c'est pas du tout le sujet. Là, vous êtes dans un spectacle. Faites un one-man show si vous voulez prouver quelque chose, que vous êtes bon ou si vous voulez nous plaire. Mais en fait, à partir du moment où vous êtes sur scène, c'est que vous êtes bon. Parce que ça vient tellement pas à l'esprit de plein de gens de faire ce que vous êtes en train de faire. Donc là, il faut jouer le spectacle, il faut servir le texte, raconter l'histoire, mais abandonner cette pulsion un petit peu séductrice qui vous habite. Ce qui m'a frappé dans les conseils de François Rollin, c'est le fait de vous dire ne soyez pas à la mode. Oui. Vous n'êtes pas obligé de prendre des recettes qui sont en train de marcher. Donc le stand-up, ça vous convenait moins, alors que c'est vraiment ça explose. Enfin, ça a explosé il y a quelques années, notamment. Maintenant, et d'ailleurs, vous vous permettez maintenant de donner des conseils puisque vous dites à ce jeune acteur ne soit pas là pour prouver quelque chose, ou ce jeune comédien. Est-ce que vous avez l'impression maintenant d'avoir créé un style qui inspire? C'est vraiment de dire, moi je reviens à un spectacle d'humour où en fait je reviens à des personnages, à des caractères, je me différencie du stand-up, je vois le théâtre comme un moment coupé de la vie alors qu'on peut avoir envie en ce moment de faire du théâtre très politique, beaucoup dans la vie. Est-ce que vous avez l'impression d'être à part ou même peut-être une nouvelle forme de modèle? Oh là là. Et là, imagine, je réponds oui. Oui, tout à fait, je suis une sorte de modèle. Bah, pourquoi pas? Non, mais à part... Non, mais en fait, on me le fait sentir souvent, mais... Voilà. Oui. Mais c'est parce que j'ai un parcours quand même un peu bizarroïde, c'est-à-dire qu'à la fois, j'ai rêvé enfant, j'ai rêvé vraiment de music-hall, quasiment même de show business, de variété. Et je suis très animé par ça, j'adore la variété, j'écoute la variété, Et à la fois, j'ai eu une formation très classique, très exigeante à la Comédie Saint-Étienne, qui est une école nationale, et j'ai fait des spectacles dans le théâtre public avec des grands... donc, c'est deux choses qui peuvent paraître... Souvent, en fait, quand je parle à des gens de ce métier, ils pensent que ce sont des choses absolument irréconciliables. Ce sont des choses qui ne peuvent pas cohabiter en une seule personne. Et moi, ça cohabite chez moi. Donc, du coup, c'est peut-être un peu bizarroïde, oui. Mais en fait, être à la mode, ça veut dire se démoder un jour. Donc c'est aussi un bon conseil marketing qu'il m'a donné, François. Vous préférez être intemporel? Tant qu'à faire. Tant qu'à. Donc un modèle. Non, Géraldine, allons. Les midis de culture, jusqu'à 13h30. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Je peux pas dire que j'aime le sida ou que j'aime avoir le sida, parce que ça serait vraiment tiré par les cheveux. Enfin, ça serait pas juste, ça serait faux en même temps. Je lutte contre lui, c'est mon ennemi, mais à la fois, il est en moi, il fait partie de moi maintenant. Enfin, il est devenu mon travail, il est devenu... Bon, je crois qu'il faut vivre avec le sida, à la force des choses. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut vivre avec les malades du sida. On a l'impression quand même, c'est terrifiant, parce qu'on a l'impression d'être comme dans des sables mouvants et de tomber toujours un peu plus. On a l'impression d'avoir les mains hors de ce bourbier, et on se dit, bon, on crie tant qu'on peut, tant qu'on a la bouche hors de la boue, mais faut pas que la bouche tombe trop bas, quoi. L'auteur... Vous voulez réagir? Hervé Guibert. Non, mais j'adore cette voix aussi. Je l'ai tellement écouté, cette voix, j'aime tellement Hervé Guibert que j'ai énormément écouté d'Archie et cette voix. Et au bout d'un moment, je parlais comme lui un peu. C'est-à-dire que sans me rendre compte, j'avais fait du mimétisme. Parce qu'il a une voix extrêmement charismatique. C'est très beau. Donc Hervé Guibert en 1990, Vincent de Dienne, vous avez adapté et joué en 2012, mais tous les ciels sont beaux. Là, pour le coup, c'est un modèle, Hervé Guibert. C'est vraiment sur le travail sur le sida, la manière dont il en parle. Là, quand il dit, je peux pas dire que j'aime le sida, mais ça fait partie de moi, la manière dont il a travaillé ça dans ses textes. Là, on a, et même sur la question, en fait, non seulement de l'épidémie du sida, mais aussi de l'homosexualité. Il y a quelque chose vraiment qui se joue avec Hervé Guibert.
Oui, mais d'ailleurs là je suis en train de lire le journal de Jean-Luc Lagarce et en fait c'est fou comme chez les deux, chez Guibert et chez Lagarce, il y a eu bien avant le sida la prémonition du sida. C'est-à-dire qu'ils ont écrit très tôt sur la mort jeune, ils étaient tous les deux convaincus de mourir très jeune, de mourir d'une façon assez violente comme ça par une maladie et tout. Il y avait je sais pas comme une conscience de la mort dès l'adolescence quasiment. C'est assez fou. Qui vient de quoi selon vous? Ben, je sais pas. Ça, je sais pas. Moi, c'est une époque vraiment que j'ai pas du tout connue. Là, vous êtes né en 87, donc vraiment vous étiez trop jeune. Ouais, j'étais trop jeune. Mais je sais pas, c'est une littérature. Là même, j'ai lu récemment Anthony Passeron, un livre qui s'appelle Les enfants endormis, qui parle aussi de cette période. Je sais pas, c'est une période qui. En fait, c'est aussi le début, Guibert, c'est le début de l'autofiction, qui est une chose quand même, une façon de dire je et de mentir en disant je, de se permettre le mensonge, l'approximation. C'est Michel Foucault qui disait de Guibert, Hervé, il ne lui arrive que des choses fausses. Et ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait, ce qu'il écrivait est vrai et faux, mais ça lui était arrivé. En fait, il vivait aussi. C'est une telle comment on appelle ça, une telle cohabitation avec la littérature, Guibert, que on savait plus, ses proches ne savaient plus s'il vivait les choses pour les écrire ou si, ouais, c'était. C'est quand même pas très sympa de la part de Michel Foucault de dire ça, non? C'est un petit peu ambivalent. Oui. C'est une manière en fait de remettre presque en cause l'authenticité d'un témoignage. Oui, mais c'est aussi une façon de valider. Son statut d'écrivain. Qui s'appelle oui, son statut d'écrivain, exactement. Et puis l'autofiction, quoi, de tout autoriser. Parce qu'il était très, il donnait les prénoms, enfin il était très, il avait une façon d'être impudique assez, enfin je veux dire, il faisait du mal aux gens autour de lui, hein, en écrivant. Il était très méchant, quoi, très à la fois très, mais comme il était très séduisant, je crois que ça passait, quoi. Tout le monde lui autorisait. Il y a ce livre À l'ami qui ne m'a pas sauvé, qui est quand même comme un titre. À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, ouais. Qui commence par j'ai eu le sida pendant 3 mois ou quelque chose comme ça. Mais souvent on parle, puis là c'est ce qu'on fait, mais c'est normal. Mais on parle d'Hervé Guibert et du sida. Ces deux choses sont liées, mais il y a toute sa littérature d'avant la maladie qui me plaît presque autant. Qui est assez. Il y a quoi dans sa littérature d'avant d'ailleurs? Il y a des choses sur la sexualité, sur le désir, sur l'amour, sur le corps. Et déjà les prémices de l'autofiction? Oui, à fond, ouais, à fond. Et puis il y a son journal aussi qui a été édité après sa mort par Christine Guibert, qui s'appelle Le Mausolée des amants. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une vie parisienne, c'est une vie, c'est des textes sur la photographie aussi. Ces textes sur la photographie sont extraordinaires. L'image fantôme, ça c'est très très beau. Mais ça, est-ce que ça vous dit quelque chose, Vincent de Dienne, en termes d'écriture, quand on écrit un spectacle, c'est-à-dire de qui parle, jusqu'où je mets de la fiction, jusqu'où je suis impudique? Je pense que j'aurais pas écrit mon premier spectacle si j'avais pas. Je l'ai vraiment écrit. J'étais en train de lire 2 ennemis de rivaux fondamentaux qui étaient Duras et Guibert. Parce qu'ils étaient dans la même maison d'édition, les éditions de Minuit, et les deux se détestaient cordialement. Mais je lisais les deux en même temps et je me suis dit, mais en fait, il faut, comment dire, c'est la moindre des choses, l'impudeur. Il faut y aller, quoi. Il faut être très impudique parce qu'en fait, au fin fond de l'impudeur et au fin fond de l'intime, il y a l'universel. Moi, j'ai l'impression que Guibert, alors que c'est pas ma, et Duras pareil, que c'est pas mon époque, c'est pas ma vie, moi, j'étais pas parisien, j'étais au fin fond de la Saône-et-Loire. Et pourtant, ça ne parlait que de moi, tout ce qui se passe, tout ce qu'il décrivait, et même le ravissement de l'Olvestein, ça parle de moi. Donc, oui, ça m'a vraiment autorisé, ça m'a libéré dans l'écriture. Et alors, vous vous dites parfois, là, vous vous dites plus alors, du coup, je vais trop loin. Vous vous dites, c'est le passage nécessaire d'aller trop loin pour dire quelque chose. Ah oui, mais moi, de toute façon, je comprends jamais ces affaires d'aller trop loin. Pour pas faire de la peine. Pour pas blesser les proches, ceux qui pourraient se reconnaître. Ou parce qu'on trouve ça obscène de soi-même. Là, on atteint une limite intime de soi avec soi-même. Ça vous est déjà arrivé de lire quelque chose et vous dire, non, mais ça, c'est obscène, ça, j'ai pas à le lire, ça, Souvent, souvent, on se dit, qu'est-ce que je m'en fous, non? Non, moi, je me dirais, je l'aurais pas fait. Ah oui.
Mais vous êtes bien content que quelqu'un l'ait fait à votre place. Bah voilà, c'est ça. Mais donc ça veut dire que vous vous mettez à la place des personnes qui vont vous lire alors pour écrire ça, pour vous dire je le fais pas pour moi là, je me livre pas pour moi, je me livre pour le lecteur qui n'aura pas eu le courage de le faire. Oui. Mais un jour, quand j'avais écrit le spectacle, j'avais écrit des choses, par exemple, sur ma maman. Donc votre premier, s'il se Dans mon passe premier, quelque ouais. chose. Et puis je m'étais dit, mais ça, je vais tout enlever. Et puis il se trouvait que je parlais de mes histoires d'amour dans mon premier spectacle. J'avais pas fait mon coming out auprès de mes parents. Donc j'étais là, il y a peut-être un truc qui va coincer, là. Ils vont pas apprendre. Bon. Et puis j'ai vu, il y avait une phrase de Baudelaire qui disait, le premier venu, pourvu qu'il sache amuser, a le droit de parler de lui-même. Et là, je m'étais dit, bon, alors, je vais juste vérifier que ça soit amusant et que ça soit drôle. Et en vrai, l'humour, oui, autorise tout aussi. J'ai l'impression. Donc il faut plutôt le faire sur le registre de l'humour. C'est-à-dire que par contre, Ah oui. Ouais. Ah oui. des confessions sur scène, Ah oui, là oui, ce oui. serait trop quoi. Ah non, je pourrais pas. Non, oui, je pourrais pas faire le même spectacle, la version pas drôle de mon Tragique. premier. Ah ouais, La version horrible. drama. Non, ça serait obscène pour le coup. Ouais. Donc c'est un problème de ton, pas de Exactement. vraiment de. Oui, et oui. Et de pacte aussi, hein. C'est quand même un pacte qu'on fait avec le spectateur qui vient te voir. Le spectateur, c'est pour ça que moi, comment dire, le stand-up. Je reviens sur votre question d'avant. Le stand-up, c'est un pacte entre deux personnes au même niveau qui discutent. Moi, j'ai besoin que les spectateurs soient des enfants. C'est-à-dire qu'ils soient prêts à tout. Non, mais ça ne veut pas dire que je leur parle comme un jeune public, mais qu'ils soient prêts à, que ce soit pas des. Ils peuvent pas me donner la réplique parce que moi, je veux qu'ils soient prêts à toutes les aventures. Que si pas de débat, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et que si je leur dis, d'un coup, on n'est plus sur scène, mais on est au Pérou et je suis un chameau, j'ai besoin qu'ils me croient. Voilà. Et ça, il n'y a que les enfants qui peuvent croire ça. Merci beaucoup, Vincent de Dienne, on vous croit. Et on peut vous voir dans la pièce de Jeanne Labiche, Un chapeau de paille d'Italie, mis en scène par Alain Françon. C'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 31 décembre, avec la musique de Feu Chatterton et 18 comédiens incroyables. J'en profite quand même pour signaler que le 15 novembre 2023, vous serez à l'affiche du film Je ne suis pas un héros de Rudy Milstein. Et votre seul en scène, Un soir de gala, sera repris dès janvier 2024. Pour les enfants, donc. Non. Très docile. Il va y avoir que des classes de Et maternelle. crédule. Ouais. Et pour finir... Ah, mais ça, c'est Labiche qui dit ça. Ou c'est Feydeau, il disait de ses acteurs, Feydeau, je crois, il disait de ses acteurs, si vous n'êtes pas crédule, rentrez chez vous. Vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Il fallait être crédule. Voilà. Eh bien, pour finir, Vincent de Dienne, ça n'a rien à voir. Vous avez le choix entre une chanson sur les maris ou une chanson sur les amants. Mari ou amant? Les maris sont de bons marins, que tous les marins réunis. Ça, c'est Michel Grand. Je choisis les maris, tiens. Mon mari est merveilleux, un homme comme ça, il y en a pas deux. Quand nous voyageons, il connaît toujours quel est le chemin qui est le plus court. Un jour que nous allions à Nancy, il m'a dit je vais prendre un raccourci. C'est comme ça qu'à 2h du matin, on s'est retrouvés à Saint-Quentin. Mon mari est merveilleux, un homme comme ça, il y en a pas deux. Comme il sait l'anglais depuis très longtemps, un jour à Londres au restaurant. Lynn Renaud, mon mari est merveilleux. Merci Vincent de Dienne et un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés par Aïssa Touendoy, Anaïs Sisbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. À la réalisation, Louise André, prise de son Grégory Wallon. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci Nicolas, à demain. Merci Géraldine.